à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Les conférences de l'UTL, nous avons souvent l'occasion d'inviter un des conférenciers et aujourd'hui, il s'agit de monsieur Frédéric Malégol. Frédéric Malégol, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tout l'UTL de Guichen. Voilà, et les auditeurs et les auditrices de Radio Laser. On a Jean-Claude qui est le président de l'UTL qui est là. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Et Blandine, administratrice du conseil de l'UTL, qui est aussi présente. Et donc, on commence simplement par une petite introduction, comme de coutume, à savoir que c'est un sujet passionnant, celui que vous avez traité. La liberté d'expression, on est dans l'esprit des Lumières, et le titre de votre conférence était Liberté d'expression de Voltaire au XXIe siècle. Rappelons-nous qu'en 1763, dans son traité La tolérance, Voltaire a écrit un certain nombre de choses. On retient très souvent qu'il disait « je ne suis pas d'accord », oui, qu'il écrivait plutôt « je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Et donc, comment donc cette notion de liberté d'expression a évolué et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Nous allons en parler donc avec Frédéric Malégol. Avant de commencer cela, on aime bien faire une petite présentation de notre invité et surtout essayer de comprendre le ou les déclics inducteurs de vos choix ensuite pour la suite. On rappelle que Monsieur Frédéric Malégol est agrégé d'histoire et conférencier très souvent dans le cadre de l'UTL. Il est souvent accueilli ici à l'UTL de Guichen. Alors, comment les choses ont commencé pour vous, Frédéric Malégol ? À l'école, vous étiez déjà attiré par l'histoire ou les lettres ? Ah oui, j'ai toujours été un grand amateur d'humanisme et d'histoire, donc c'est presque inévitable que je sois devenu professeur d'histoire, puis maintenant conférencier, puisque ça fait une dizaine d'années en effet que je me retrouve surtout en Bretagne et à Paris pour évoquer des thèmes qui me sont chers, dont en effet la défense des droits de l'homme, qui est quand même une des valeurs cardinales, je pense, de la République française. Donc pour moi, c'était évident un jour ou l'autre que j'allais traiter ce thème de la liberté d'expression. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment en 10 ans, ce thème a un peu évolué, puisque au départ c'était la liberté d'expression de Voltaire à Charlie Hebdo. Actuellement, c'est la liberté d'expression de Voltaire aux réseaux sociaux. Et en fait, on va prolonger maintenant avec la liberté d'expression de Voltaire à l'intelligence artificielle. Eh oui, c'est ça qui est extraordinaire. On en parlera, bien sûr, on va en parler. Tout petit, déjà, vous aimiez vos cours d'histoire au lycée ou au collège, comment ça se passait ? Oui, j'ai toujours eu une appétence pour l'histoire. J'ai toujours eu savoir et comprendre comment fonctionnaient nos sociétés, ou même comment ma famille a pu vivre. C'est quelque chose qui était très important de comprendre ses racines. Je me rappelle toujours la belle formule de Marc Bloch, l'incompréhension du présent naît de la méconnaissance du passé. Eh oui, voilà. Le passé est important aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, malgré tout, on pourrait se poser une première question. Est-ce que la liberté d'expression existait déjà au siècle, bien avant le siècle des Lumières? On pense à la Grèce antique, par exemple, ou à Rome, bien que Socrate est très très mal fini en voulant s'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point pour nos auditrices et nos auditeurs là-dessus, sur ce point, s'il vous plaît? Oui, alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a eu déjà des fondamentaux évoqués par la démocratie athénienne ou la République romaine. Après, il faut toujours très très bien nuancer je dirais, ce qui est des fondamentaux et de la réalité, puisque la triste réalité aussi de la Grèce, c'était quand même d'exclure près de 90% de la population, comme d'ailleurs la réalité romaine, c'est-à-dire que malheureusement, c'était une société esclavagiste qui excluait les femmes, qui excluait
les étrangers, et donc toutes ces catégories, c'était quand même près de 80% de la population, n'avaient pas le droit à l'expression. Donc c'est toujours une projection certes très optimiste et très avantageuse pour des sociétés qui étaient quand même aussi des sociétés particulièrement inégalitaires. Oui, ça se limitait à entre guillemets ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle la citoyenneté, des intellectuels, mais pour les autres étaient des esclaves strictement. Carrément, sans compter les femmes. Sans compter sans compter les étrangers. Donc c'était quand même. C'était bien sûr formidable par rapport à ce que ensuite le temps qu'on a connu nous au Moyen Âge, etc., ou à l'époque moderne. Et voilà, il n'en reste pas moins que c'était quand même aussi une société très très inégalitaire. Au Moyen Âge, c'était au moins pire, non? Oui. Je pense qu'au Moyen Âge, la liberté d'expression ne pouvait pas exister à cause donc justement des atteintes à l'ordre public, à l'autorité royale et surtout à la religion. La religion très importante. Était fondatrice donc de toute une série d'entraves concernant donc tout à fait. Et donc en quelque sorte, l'étincelle s'est produite au siècle des Lumières avec Voltaire. Qu'est-ce qui a induit quelque part chez Voltaire l'écriture du traité de la tolérance, la publication de Candide ou son dictionnaire philosophique? Il y a eu des éléments de cette époque-là qui ont induit ces écrits. Sans doute. Après, je pense que ce qui a beaucoup joué aussi par rapport à Voltaire, c'est aussi le précédent anglais, puisque Voltaire en fait n'était pas du tout un démocrate. Il était pour une monarchie à l'anglaise, car je me rappelle quand même qu'un siècle avant, déjà on a eu une révolution en Angleterre qui quand même limitait les pouvoirs du roi. D'ailleurs, je me rappelle même que le Royaume-Uni a été le premier pays à couper la tête de son roi, et que surtout donc on a eu ces premiers textes fondamentaux comme l'Habeas Corpus ou la Déclaration des droits, où on insufflait donc la possibilité d'avoir la possibilité d'être libre, de pouvoir avoir son opinion. Donc en fait, il y avait quelques exemples autour de nous qui révélaient l'aspect liberticide de notre ancien régime, que ce soit d'ailleurs même le Royaume-Uni ou par exemple aussi le cas particulier des Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, c'est-à-dire l'équivalent des Pays-Bas actuellement, où on avait déjà en effet une tolérance marquée notamment par le fait que aux Provinces-Unies, ce fut un des principaux pays à accepter nos huguenots, c'est-à-dire nos protestants qui avaient été persécutés par Louis XIV lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Oui, déjà. Donc au Royaume-Uni, on se trouve déjà au XVIIe siècle, disons. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, il y a déjà des phénomènes précurseurs, sans compter aussi donc à la fin du XVIIIe siècle. Une dizaine d'années avant nous, la Révolution américaine, où là encore une fois, on a la Déclaration d'indépendance de 1776 qui instaure en effet des notions fondamentales comme la liberté, l'égalité, et même dans cette Déclaration d'indépendance, quelque chose qu'on a oublié dans notre déclaration à nous. On a oublié ça un peu. La vie ou la recherche du bonheur. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc il y avait un certain nombre d'éléments en place historiques du passé et du présent qui ont induit le fait que Voltaire s'est exprimé. Alors Voltaire, on ne sait plus, il avait plusieurs noms, Voltaire. Il avait eu 170 pseudonyme, je crois. Et pourquoi il avait peur. Il a failli d'ailleurs être poursuivi. C'est ça. Il a été non seulement ses livres ont été brûlés en place publique. Ouais. Il a été embastillé aussi, il faut le savoir. Ah, il était embastillé, c'est ça. Et en fait, c'est pour cela qu'il habitait à la frontière suisse, dans le fameux village de Ferney. Ferney, qui s'appelle aujourd'hui Ferney-Voltaire. Ouais. Et Ferney-Voltaire est en France, c'est ça. Oui, enfin, c'est la frontière. Pas loin, oui. Pas loin. Oui. Juste à la frontière entre la Suisse et... Ce qui fait qu'il y avait le moindre problème, hop, il passait la frontière direct. Voilà, c'est ça. Jean-Claude veut peut-être dire quelque chose. Non. Surtout, n'hésitez pas, Jean-Claude et Blandine, à intervenir. Et donc, il avait donc 170 pseudonymes. Alors, comment s'y retrouver au niveau des écrits, savoir que c'était bien lui qui avait écrit ou pas? Souvent, je pense que, d'abord, quoi qu'il en soit, il faut savoir que ces textes étaient imprimés à l'étranger. Donc,
il y avait une certaine protection par l'étranger qui faisait que c'est là qu'on pouvait savoir d'où venait qui était le véritable auteur en fait. Faut pas imaginer que ces textes étaient imprimés en France. Et pour lui, c'était quelque part une sécurité de se dire que mes écrits vont pouvoir être transmis, vont pouvoir être lus, non? Sûrement, c'est très important. C'était la possibilité de passer par l'étranger pour pouvoir en effet avoir la possibilité ensuite de qu'il soit diffusé, quoi. Même si encore une fois, il faut pas non plus imaginer une diffusion populaire. Ça reste limité à un cercle de lettrés, de bourgeois, comme on disait, de nobles ou de clercs éclairés. Donc c'était pas autre chose. Faut pas imaginer une dimension populaire. Soyons clairs. À cette époque-là, on parlait de blasphème facilement, comme on en parle aujourd'hui, ou pas? Bien sûr. Oui, parce que évidemment, un des principaux ordres à entraver la liberté, c'était bien sûr la religion, parce que une société complètement tenue par la religion, est aussi donc une société complètement liberticide. C'est à partir du moment où on instaure aussi la notion de laïcité, de sécularisation de la société, qu'on aboutit en effet donc à la possibilité de pouvoir s'exprimer librement. D'accord. Et là, la notion de blasphème sera réintroduite par la notion de crime de sacrilège au XIXe siècle, avant d'être définitivement abolie, on va dire, vers 1850. Dans la société française, on utilise le terme blasphème quand même, toujours, actuellement. Oui, mais normalement c'est une notion sacrée, mais il faut savoir que la notion de blasphème n'existe plus en termes juridiques. En termes juridiques, c'est ça, exclusivement. Tout à fait. Ouais. Quand... On a le droit de blasphémer la religion en France. D'accord. Une question qui me vient à l'esprit comme ça, quand vous avez préparé votre cycle de conférences sur la liberté d'expression, avez-vous appris beaucoup de choses et levé des informations particulières ou pas? Oui, incontestablement quand même. En plus, ça c'était aussi dans la logique de mon entrée dans ma carrière de conférencier. C'est les événements du 7 janvier 2015, avec les attentats contre Charlie Hebdo. Parce que là, pour de bon, on est vraiment dans la logique de la liberté d'expression à la française, qui peut peut-être choquer certaines consciences, mais qui, je dirais, est protégée par la loi. C'était vraiment l'inducteur pour vous, les événements de Charlie Hebdo, les crimes de Charlie Hebdo. Pour la conférence. Après, pour votre conférence, il faut savoir que, évidemment, depuis toujours, ça m'avait pris dans mon cheminement intellectuel, fréquemment, j'avais eu, en effet, j'avais été en prise à cette réflexion, tout simplement parce que j'avais fait une maîtrise, comme on disait à l'époque, sur l'anticléricalisme à travers la presse brestoise. Donc, évidemment, il y avait déjà cette notion de religieuse. Et j'avais déjà été aussi particulièrement choqué par la fatwa en 1989 contre Salman Rushdie, et les versets sataniques. Les versets sataniques, oui, tout à fait. Où là, je me suis dit quand même, voilà. Et donc, j'ai toujours été en forte réflexion par rapport donc, au pouvoir religieux, qui bien sûr était comme je dirais, qui était de moins en moins un obstacle en France, puisque je vous rappelle quand même que pendant très longtemps, les pouvoirs religieux ont fait objet de censure sur la chanson populaire ou le cinéma jusqu'aux années 60-70. Et qu'elle avait perdu... même Brassens, voilà, parfois, tout à fait. Non, les versets sataniques, je me rappelle bien. J'avais tout de suite acheté le livre, d'ailleurs, quand j'avais appris... En 1989. C'était en 1989, c'est ça, tout à fait. Alors, vous avez consacré aussi une partie de votre conférence aux limites de la liberté d'expression. Que pouvez-vous en dire et nous le résumer, parce que finalement on ne peut quand même pas tout dire. Non, on peut pas tout dire parce que dès le départ, en fait, il y a des limites qui sont d'ailleurs fixées par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit en effet que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, d'une part, et que notamment cette liberté elle est limitée par justement par la loi. Et donc, c'est lorsqu'on abuse de cette loi que, donc il y a des contraintes. Et la principale contrainte imposée notamment par la loi du 29 juillet 1881, c'est bien sûr une contrainte liée aux atteintes à la personne, c'est-à-dire la diffamation, l'injure, l'insulte, l'appel au meurtre, etc. Donc, parce que dans une société, et la liberté individuelle, elle est en effet donc fondamentale, on ne peut pas en effet donc atteindre
à la liberté individuelle. C'est je dirais même le corollaire à la liberté d'expression, puisque intéressant de voir par exemple que dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, on dit nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc, c'est donc nécessaire d'avoir la possibilité d'être libre de conscience et de s'exprimer sans atteindre à autrui. Il y a un autre aspect aussi, peut-être plus en 2026, enfin actuellement en tout cas, c'est que la liberté de dire quelque chose ne veut pas dire que c'est la vérité qui est dite. Non, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de dérive liée simplement à tous les nouveaux moyens de communication où en effet, la pratique des mensonges, des contre-vérités, de ce qu'on appelle les fake news, ou en français les infox, sont devenus quelque chose de récurrent. Tout ça au nom de ce que l'on appelle l'audimat, c'est-à-dire avoir le plus possible d'écoute, de visualisation Tout à fait. de chaînes télévisées ou autres. Et donc, en tous les cas, pour Voltaire, la limite était claire, c'était s'arrêter là, où elle incite la violence ou le fanatisme. Et ça, on le voit malheureusement encore. Alors, autre aspect également, quelle relation vous pouvez placer entre la liberté d'expression et l'esprit critique? Je crois que les choses, vous avez commencé déjà à l'aborder, mais comment vous définiriez l'esprit critique par rapport à la liberté d'expression, c'est-à-dire à finalement une certaine vigilance et une analyse pointue des faits ou de ce qui est dit? En fait, je pense qu'il faut tout le temps aussi avoir la nécessité d'avoir des références scientifiques et l'esprit d'examen pour je dirais, tirer le bon grain de livret. Et donc, en effet, la liberté d'expression doit quand même se reporter, pas seulement à des opinions, mais aussi à des vérités, pour justement ne pas travestir la vérité. Et qu'en effet, on peut très bien, contester les pouvoirs en place ou les abus de pouvoir, mais toujours en s'appuyant sur des vérités qui semblent avérées et confortées. Et c'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, c'est l'esprit d'examen, l'esprit d'analyse. qu'il faut distinguer de l'esprit de critique, qui n'a strictement rien à voir. C'est pas la même chose, oui. Certains critiquent pour critiquer, point. Mais c'est tout, quoi. Alors que le projet ici, c'est vraiment donc d'affirmer de pouvoir en effet contrecarrer certains abus par la vérité scientifique ou avérée, ou par un faisceau de vérité qui semble donc nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, quoi. Tout à fait. Alors justement, tout à l'heure, vous l'avez esquissé un petit peu. On a parlé un tout petit peu des réseaux sociaux, on a parlé un petit peu de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où finalement n'importe qui peut aller consulter, je dirais presque n'importe quoi. Et donc, comment vous voyez les choses? Parce que certains prennent pour argent comptant, comme on dit, des informations passant sur les réseaux sociaux ou qu'ils ont glanées au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est là, sûrement, que ce que l'on appelle l'esprit critique a toute sa place. Mais comment bien situer les choses, à votre avis? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte donc de variabilité de la vérité, où justement, le moindre influenceur qui, en effet, a une audience forte sur Internet, sera plus considéré ou presque plus respecté que quelqu'un qui a une vraie valeur scientifique. C'est donc l'énorme danger, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on peut carrément travestir la vérité par l'intelligence artificielle avec des fausses images, des fausses informations, des faux propos, une vraie nature, quoi. Et là, évidemment, c'est encore plus dangereux. De fait, effectivement, si l'on regarde le nombre d'écoutes de tel influenceur ou de tel autre, eh bien, en fonction de cela, il va effectivement tout à fait influencer la pensée de ceux qui vont l'écouter ou le voir s'exprimer, quoi. Tout à fait. Alors, dernier point, on demande souvent, même pratiquement toujours, à nos invités
d'adresser un message, on va dire, didactique à nos auditrices, à nos auditeurs. Peut-être que vous auriez... Alors, savoir que Radio Laser a une écoute sur le territoire des pays des Vallons de Vilaine, mais même au-delà, puisque on peut l'écouter sur Internet, et si vous pouvez l'écouter sur Internet, vous pouvez l'écouter également à New York ou ailleurs, quoi. Même en Chine, éventuellement. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Hein. C'est ça, Internet, en quelque sorte. Ouais. Et donc, peut-être que je suis sûr que vous avez un message... disons, frappant, fort, à exprimer à nos auditrices et à nos auditeurs, avant que bientôt on se quitte. Je pense sincèrement que de Voltaire à tous ces martyrs de la liberté d'expression que l'on peut connaître en Chine ou même en France, hein, comme les journalistes de Charlie Hebdo, eh bien, il va falloir jusqu'au bout, hein, jusqu'à son dernier souffle, défendre la liberté d'expression, parce que c'est le meilleur moyen de combattre toutes les inégalités et toutes les injustices. Mais en effet, il va falloir aujourd'hui, à cause des dérives d'un mauvais usage, eh bien prendre en considération que face à cette liberté parfois malheureusement travestie, il faut, pour éviter donc un mauvais usage, prendre en considération l'idée qu'il faut confronter les sources d'information pour essayer d'appréhender des éléments qui soient le plus proches de la vérité. Et ça, c'est quand même très très important aujourd'hui. Donc la vigilance est de mise, même si encore une fois, le fondement, parce que c'est le socle de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais donc on peut malgré tout se demander si l'on a les moyens de contrer autrement, il y a la justice, vous allez me dire, mais autrement que en cernant les points faibles de certains argumentaires des fake news. Est-ce que il est important de légiférer je ne sais pas si la législation est si importante que cela. Je sais pas. Surtout, c'est un énorme effort personnel à faire. C'est qu'en fait, on dit toujours que l'école a un rôle très important, mais c'est à nous-mêmes, en tant que citoyens, en tendance de s'éduquer, d'être réveillés, pour ne pas tomber, j'irais, dans les dérives de la démagogie et du populisme. Et donc, en fait, c'est en effet un travail permanent, un effort, en fait, plus qu'un travail d'ailleurs, pour être vigilant. Et ça demande, en effet, l'idée que cet effort, il doit être aussi personnel, parce que souvent on accuse, je trouve qu'aussi une manière aussi un petit peu lâche des gens de dire ah oui, c'était à l'école de faire son travail ou à la loi. C'est peut-être aussi à chacun personnellement d'être citoyen. La citoyenneté s'arrête pas à 18 ans, se poursuit jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Tout à fait. Chacun est responsable, tout à fait responsable. Chacun est responsable, je pense. Et qu'en effet, déresponsabiliser ça par rapport à la loi ou à l'école, certes, la loi comme l'école doivent faire leur travail, c'est évident, et être vigilants. Et nous former, mais après c'est à nous aussi nous-mêmes d'être responsables. Tout à fait. Alors pour conclure, dans le contexte actuel, mais on va dire qu'on a défini, on a parlé des limites, et on a dit que de nos jours, eh bien, vous pouvez compléter, hein, je dis bien sûr, s'il vous plaît, les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle, eh bien pour que la liberté d'expression ait tout son sens, et ce qui en est dit, eh bien il est important de respecter, d'être éthique, d'être vigilant, avec un esprit critique aiguisé. Mais est-ce que vous auriez des éléments à compléter? Parce que j'ai essayé de résumer, mais je pense que vous pouvez rajouter quelque chose encore. Je pense que c'est surtout nécessaire d'être un citoyen pour justement espérer en une société plus juste et plus démocratique, et que cet effort, il est toute la vie. Voilà, ça me paraît très important. Comme vous disiez, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Je vous remercie, nous vous remercions, Frédéric Malégol, et vous avez été écouté religieusement, entre guillemets religieusement. Surtout, j'ai la chance de venir vous voir au mois de mai. Ah, super. Donc, Jean-Claude et Blondine sont contents de vous avoir écouté, ils sont heureux également, et moi-même également, de vous retrouver donc au mois de mai, c'est ça, hein? Au mois de mai sur la Bretagne en chanson, ça sera différent. Écoutez,
on va chanter le 12 mai, c'est ça. 11. Le 11 mai, dit Jean-Claude. 11 mai, tout à fait. Le 11 mai, c'est ça, oui. Bien, écoutez, Frédéric Malécole, on vous souhaite du bon vent là-bas à Brest. Ça souffle en ce moment, pas trop. Non, il n'y a pas de vent, c'est super calme. C'est calme, d'accord, ok. Bien, écoutez, merci pour cet entretien, et on va saluer nos auditrices et nos auditeurs. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, restez curieux, soyez vigilants, exprimez-vous, mais écoutez bien et analysez bien ce qui peut être écrit ou dit autour de vous. Voilà, c'est ça, hein. On peut dire ça. Acceptez le contradictoire. Voilà, comme dit également Jean-Claude, accepter le contradictoire. Oui, tout à fait, c'est très bien. Voilà, au revoir Frédéric Malégolle, merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Merci, au revoir.